Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Julie Veillette. Je m'occupe des partenariats et du développement des affaires chez Finhandicap. Finhandicap, ben, qui on est? On est un cabinet de services financiers qui est indépendant puis qui se spécialise dans la sécurité financière pour les personnes en situation de handicap. Puis je vais laisser mon collègue se présenter, là, Simon. Bonjour. Donc, comme Luce l'a mentionné, Simon Drolet, je suis le collègue de Julie et je vais participer à la présentation aujourd'hui. Je vais m'attarder au sujet du RI dans la deuxième partie de la présentation. OK. Avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes vous-même en situation de handicap ou vous êtes parent de personnes handicapées? Donc, je vous demanderais de lever la main via là, dans le fond, les réactions. Euh, si vous êtes vous-même en situation de handicap. Est-ce que vous savez bien le... Donc, il n'y a personne qui lève la main. Est-ce que vous êtes parent d'enfants en situation de handicap? Vous pouvez lever la main. Monsieur Lambert ici ou Madame Lambert, je ne sais pas. Stéphanie, Jade, parfait. OK. Est-ce que vous travaillez dans le milieu avec des personnes en situation de handicap? Hayat, Jade. OK. Deux chapeaux pour Jade. Alain, parfait. OK. Donc, c'était vraiment pour avoir plus d'informations. Je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants du milieu ici, là. Ça va faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, l'autre chose, dans le fond, ceux qui sont parents, est-ce que vous avez déjà le crédit d'impôt pour personnes handicapées, ce qu'on appelle le CIPH dans le jargon? Si vous êtes capable de lever la main, je veux juste voir si la majorité l'ont. Est-ce qu'il y en a qui sont parents d'enfants handicapés ou handicapés eux-mêmes et qui n'ont pas le crédit d'impôt pour personnes handicapées? Joanie, je crois. Joanie puis Stéphanie, ou vous l'avez puis vous avez oublié de baisser la main? Est-ce que vous avez... Laissez votre main en haut si vous n'avez pas le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il y a Joanie. OK. Donc, c'est la question, c'est juste pour savoir, c'est pas grave, c'est pour savoir un peu là, l'importance qu'on va mettre sur plusieurs aspects lors de la présentation. Comme on disait, vous pouvez écrire les questions dans le chat. Vous pouvez essayer de nous interrompre aussi en levant la main pour qu'on puisse vous donner des droits de parole. C'est des questions, c'est des situations qui sont complexes dans le fond, qui demandent quand même des réponses dans le fond, là, les deux pour moi, OK. Qui demandent des fois des connaissances un petit peu plus poussées. Fait que là, n'hésitez pas là, à poser des questions. C'est normal que ça soit peut-être un petit peu plus ardu là, au départ. Donc, je vais partager mon diaporama. Euh, Sinon, moi, quand je partage le diaporama, je ne vois plus personne sur l'écran là, avec ce système-là. Donc, s'il y a des questions, des mains levées, interromps-moi, OK? Super. Donc, je partage l'écran à l'instant. Oui, Bon, parfait. ouais, que ça ne va pas marcher. Ça ne sera pas long. 2 secondes. Je l'ai fait il y a 2 secondes. Ça ne sera pas très long. On va retrouver comment partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Tiens, je vous vois maintenant. OK, c'est Oui, parfait. oui, on voit Donc, ton écran. Handicap, ce que je vous disais, on est un cabinet financier spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de leur famille. Donc, c'est vraiment notre spécialité. Ça a été fondé par Guillaume Parent, qui est sur la photo ici, qui est avec sa petite fille, qui a lui-même la paralysie cérébrale. Et il travaillait en finance quand le REEI a commencé en 2008. Et là, il a fait le tour des banques, puis il a demandé, il voulait ouvrir son REEI personnellement. Puis il n'y a pas eu de service adéquat de la part des banques puis des caisses. Et là, il s'est un peu fâché, puis il s'est dit, je vais créer mon propre cabinet financier pour épargner les personnes handicapées, pour servir les gens de ma communauté, puis pour faire en sorte que la sécurité financière soit assurée pour toutes les personnes en situation de handicap.
Je vous dirais que chez Finhandicap, la majorité des employés sont en situation de handicap ou ont eu des liens très forts, comme Simon, il va peut-être vous le dire plus tard, mais son frère a eu un gros accident qui fait en sorte qu'il est maintenant en fauteuil roulant. Donc, on comprend très bien la situation et la situation tant parentale que la situation de la personne elle-même qui est en situation de handicap. Donc, c'est vraiment, on a une grande sensibilité à ça. Dans le fond, nos trois valeurs d'entreprise, ben, c'est la bienveillance, la performance puis la rigueur. On est réglementé par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Donc, dans le fond, on agit un petit peu comme, puis entre guillemets, une banque, là. On a autant, ou sinon plus, d'obligations qu'une banque. La performance, parce qu'on va vraiment chercher à faire fructifier tous les placements qu'on a au meilleur de votre tolérance au risque. Puis la bienveillance, ben, c'est vraiment qu'on est, ben, je l'ai dit tantôt, là, on est vraiment au fait de tout ce qui se passe là, dans le milieu des personnes en situation de handicap. Les trois piliers de service, la gestion du patrimoine, la sécurité financière, la communauté handicap. Mais c'est quoi? La gestion du patrimoine, mais chez nous, on rouvre des REI, mais on rouvre tous les autres comptes. Les CELI, les REER, les CELIAP, les REE, tout ça fait partie de ce qu'on fait. On fait des services de planification financière adaptés, des planifications successorales, puis de la gestion de fiducie adaptée aux personnes en situation de handicap. Donc, ça, on offre ces services-là, puis la possibilité d'obtenir un second avis sur vos fonds et vos placements. Puis la sécurité financière, c'est quoi? Ben, c'est des services de courtage, assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie pour les parents, avec en perspective la situation de handicap de l'enfant, parce que souvent, on va regarder plus vers 25 ans un enfant qui est en parfaite santé, avec des enfants en situation de handicap. Mais souvent, ça va être un petit peu plus long, là, l'assurance vie qu'on va prendre, en raison de la dépendance de l'enfant envers nous, envers notre capacité financière pendant plus longtemps dans leur vie. Donc, tu sais, on adapte ces choses-là. Puis de l'accompagnement. Ceux qui n'ont pas le CIPH, on peut vous accompagner pour l'obtenir, vous donner des bonnes références, puis regarder avec vous là, comment le remplir. Tous les programmes, tu sais, on fait beaucoup de recherches sociales sur des programmes de soutien du revenu, là, le revenu de base, la solidarité sociale, et là, j'en passe, là, chez Finhandicap. Pourquoi? Parce qu'il faut que vos finances soient les finances de la personne en situation de handicap soient placées en fonction de ces programmes-là pour ne pas perdre de l'argent. Et on a aussi la communauté Finhandicap. C'est qui ça? Ben, c'est des connaissances sur des régimes de protection, tutelle, mesures d'assistance aux majeurs, des référencements vers des professionnels de confiance. Donc, on travaille avec des notaires, des comptables spécialisés qui connaissent les problématiques, des courtiers hypothécaires, des agents d'immeubles spécialisés, des cliniques médicales qui sont compétents dans le CIPH, des services d'aide à domicile. Bref, on a vraiment créé une communauté d'aide pour nos parents autour de la question financière à quelque part. Donc, le CPH, je vais faire un petit récap. On ne va pas y aller en détail parce que la majorité d'entre vous l'ont, mais à quoi ça sert? C'est un crédit d'impôt non remboursable qui vient compenser des coûts supplémentaires liés à un handicap physique, mental, sensoriel ou social. OK? Ça, dans le fond, ça permet de réduire l'impôt. Mais ce qui est important du CPH, c'est que ça rouvre la place à plusieurs programmes sociaux fédéraux, dont le REI, dont le régime enregistré d'épargne invalidité. Il faut absolument avoir le CIPH pour pouvoir bénéficier du REI. Donc, puis là, je parle plus aux intervenants ici parce qu'il y en a plusieurs dans la salle. Il y a plusieurs personnes qui se disent, moi, mais la personne ne paie pas d'impôts. Cette famille-là ne paie pas d'impôts, ils n'ont pas des hauts revenus. Pourquoi j'irais chercher le CPIH? Parce que sans le CPIH, premièrement, on n'a pas le droit d'ouvrir un REI et le REI, comme il y a des bons, donc on va le voir plus tard avec Simon, là, le gouvernement donne l'argent juste pour l'ouvrir. À ce moment-là, c'est extrêmement important, je dirais encore plus important pour les personnes qui sont à faible revenu d'ouvrir un REI le plus tôt possible pour leur enfant. Ça va être bénéfique pour cet enfant-là. Donc, important d'aller chercher le CPH pour ça. Et dans le fond, excusez-moi, d'ici juillet 2025, les personnes qui ont un REI, qui sont à faible revenu, donc à partir de 18 ans, vont recevoir un 200 supplémentaire du fédéral comme prestation de revenu de base. Mais il faut avoir le CPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Donc, vraiment, c'est important d'aller chercher le plus tôt possible, là, si la personne est ou la personne est en situation de handicap, d'aller chercher le REI, le CIPH, pardon. Le formulaire, bon, il y a la section qu'on remplit, là, nominatif, puis après ça, il y a la section des professionnels de la santé. Pour les professionnels de la santé, je vais en parler un petit peu. Ce qui est important de comprendre de la T2201, le formulaire s'appelle le T2201, le formulaire du CIPH, là, c'est que ce n'est pas le diagnostic qui est important. Le diagnostic n'a rien à voir avec l'obtention ou non du CPIH, sauf dans le cas du diabète. C'est les effets du handicap sur la vie courante qui fait en sorte qu'on a ou pas le CIPH. Dans le fond, là, il faut que ça soit à 90% du temps. Il faut qu'on ait des difficultés dans notre vie courante. C'est quoi la vie courante? Voir, se déplacer, entendre, se nourrir, évacuer, puis avoir les capacités mentales pour prendre les décisions de vie courante. Ce n'est pas travailler et ce n'est pas non plus aller à l'école. OK? Ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle là, des handicaps de la vie courante. Le formulaire C2201, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, OK, il n'invalide pas personne. Ça ne donne pas une invalidité. Tout ce que ça fait dans la vie, le T2201, c'est-à-dire le CPH, c'est un crédit d'impôt, une compensation financière via le crédit d'impôt, une compensation financière via la possibilité d'ouvrir un REEI et bientôt, pour les gens à faible revenu, une compensation financière sur le revenu de base. On n'est pas obligé de le divulguer à personne. Il n'y a aucune obligation de divulgation. Parce il y a pas de. Ça ne nous met pas une étiquette. Et là, pour le CPH, pour les intervenants, il y a un truc à comprendre aussi qui est important, c'est que les cas de TDAH sévère, les cas d'autisme sévère, les cas de déficience intellectuelle, surtout dans l'enfance, dans la petite enfance, sont souvent admissibles au CIPH. Et là, les parents, ils bug. Parce que, mais là, mon enfant, il n'est pas handicapé, il a juste TDAH. OK. Mais tu sais, quand ton enfant est TDAH sévère, là, combien de fois que tu vas chez l'ergo par mois, combien de fois tu vas chez le psychologue par mois, combien de déplacements supplémentaires que tu as besoin de faire, de coûts supplémentaires que tu as besoin de faire. Et ta vie courante, il n'est pas capable de s'occuper de sa vie courante comme un enfant du même âge. Donc, souvent, il va y avoir une admissibilité, puis on oublie ces cas-là. Pourquoi? Au Québec, il y a 25% de moins de demandes de CIPH qu'en Colombie-Britannique. Pas parce qu'on a 25% moins de personnes en situation de handicap. Non, parce qu'on a un manque de formation sur c'est quoi que ça donne le CIPH au niveau des intervenants et des gens du milieu. Donc, il y a un gros problème de formation de ce côté-là et les gens n'en parlent pas. Et souvent, les médecins, les psychologues, les gens qui sont habilités à le remplir, mélangent la situation de handicap et l'invalidité et ont de la difficulté à remplir correctement. Là, tu sais, ils en remplissent, mais ça ne passe pas parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça sert. Puis on le voit souvent, là, tu sais, quand on explique comme il faut, on fait non, non, c'est uniquement à ça, c'est uniquement à avoir une compensation financière, à quoi ça sert. Ça n'invalide pas, ça ne permet pas à la personne d'avoir des rentes à vie. Là. C'est pas ça que c'est pas ça que ça dit. Donc là, il y a beaucoup plus d'acceptabilité. Puis les gens, comme on peut voir, chaque difficulté, comme les fonctions nécessaires à la vie courante, ben, c'est des médecins, un infirmier praticien ou un psychologue. Tandis que s'habiller, ben, c'est encore le médecin, l'infirmier praticien ou l'ergo qui peut remplir. Puis quand on remplit cette section-là, c'est pas nécessaire de joindre le diagnostic avec. Mais ce qui est nécessaire de faire, c'est de donner des exemples de la vie courante à l'intérieur de ceci. La vie courante, là, c'est dans la vie de tous les jours, là. Comment j'ai de la misère à m'habiller? Comment j'ai de. Tu sais, puis là, c'est des questions, puis il faut vraiment donner des exemples. Et c'est ça, ces exemples-là, qui vont déterminer si oui ou non on a l'admissibilité. Les critères d'admissibilité, dans le fond, là, c'est que est incapable d'effectuer elle-même des fonctions nécessaires aux activités de la vie courante, ou elle prend 3 fois plus de temps pour le faire qu'une personne d'âge similaire qui n'a pas de déficience. OK? La déficience est toujours ou presque toujours présente, 90% du temps. La déficience devrait durer une période d'au moins 12 mois. Puis encore le diagnostic, sauf le diabète de type 1. Diabète de type 1,
on a le droit au CPIH. On est considéré comme une personne handicapée quand on a le diabète de type 1. En anglais, là, ceux qui sont anglophones vont comprendre, le nom, c'est disability. Puis disability puis handicap, ce n'est pas la même traduction. OK? Il y a disability, handicap existe en anglais, puis disability. Puis je crois qu'il y a un bloquement psychologique au mot handicap où qu'on doit sensibiliser les gens au fait que ce n'est pas nécessairement le handicap, mais plutôt une situation handicapante de notre vie pour les inciter des fois parce que ça va vraiment changer. Dans le futur, on va le voir, dans 40 ans d'ici, puis vous allez le voir avec la présentation de Simon, il va y avoir les gens, les personnes handicapées qui ont un régime enregistré d'épargne, un REI, un régime enregistré d'épargne invalidité, et ceux qui n'en ont pas. Et la pauvreté de ces personnes-là, on va le voir via ces régimes-là, ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas. Ça va faire une énorme différence dans leur vie courante. Puis si vous ne me croyez pas, vous allez voir les chiffres qu'on va vous montrer tantôt. Euh, il y a aussi une possibilité. Si quelqu'un, c'est pas à 90% du temps, si quelqu'un a une situation de handicap, il voit une difficulté visuelle passer pour atteindre le critère, une difficulté motrice, une difficulté de capacité intellectuelle, mais toutes ces difficultés sont pas, on peut avoir la combinaison de toutes ces difficultés-là. Donc, quand on fait remplir les papiers, si on a d'autres difficultés, mais qui ne sont pas nécessairement du niveau à nous permettre d'atteindre les critères, ben, on peut les combiner et en les combinant, on peut l'avoir. Ou si on a des soins thérapeutiques 2 fois par semaine d'au moins 14 heures. OK? Et là, on peut l'avoir. Dans le fond, le CPIH, toute personne qui est en situation de handicap devrait avoir le CPIH, devrait faire la demande. Il n'y a aucune exception à cette règle. Qu'on soit jeune, vieux, peu importe, parce qu'il y a toujours des avantages à quelque part à avoir le CPH. Oui, Annie? Euh, Soins thérapeutiques 2 fois par semaine d'au moins 14 heures. C'est chaque soin qui est 14 heures Non, au total, au 14 heures. total. Et est-ce que dans le cas des autismes, une TES qui est accompagnante avec eux, ça compte? Je penserais pas, non, mais Non, OK. les autistes, par contre, ils ont eu, tu sais, le fait d'être autiste, là, quand on décrit les critères, là, même si c'est de haut niveau, dans les deux ou trois dernières années, là, il y a eu un gros élargissement au niveau de cette problématique-là. Avant ça, il y avait eu beaucoup de refus au gouvernement en ce qui concerne les autistes, mais récemment, là, depuis 2, 3 ans, je vous dirais que les demandes, si vous l'avez faites, refaites-la la demande, puis elle risque d'être acceptée. Moi, mon enfant, il là, c'était juste une question là, par rapport à ce point-là. Là, et Ouais. je l'ai déjà là. Mais juste parce qu'il y a tu sais, dans le fond, votre enfant va tomber dans les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante. Puis s'il est accompagné d'une TS, c'est probablement que pour son âge, il y a des fonctions mentales qui a plus de difficultés avec. Donc, il est probablement admissible là, au CIPH là, OK, directement. c'est bon. Merci. C'est bon? De rien? D'autres questions en concernant le CIPH ou parce que sinon, je vais passer la parole à mon collègue. Merci Julie, merci pour ta présentation. Donc, Veux-tu mettre je vais ôter le diapositive, tu vas le mettre comme ça, ouais, on je vais partager va mon écran. contrôler. Je vais pouvoir contrôler de mon côté. Ouais. C'est fait? OK. Un petit instant, je vais aller chercher ça. Comme ça, on voit. Oui. Parfait, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais parler du RII. On va essayer de couvrir tous les points importants. C'est quand même un régime qui a plusieurs détails. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Donc, premier acétate. L'idée du RII, c'est un régime, comme Julie l'a mentionné, c'est un régime qui a été créé en 2008. Puis, l'idée derrière ce régime-là, c'est vraiment de soutenir à long terme la sécurité financière des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment une structure long terme. Le mot à retenir, c'est long terme. Et le deuxième mot à retenir aussi, subventionné. Donc, l'avantage principal derrière le RII, c'est vraiment ce que le gouvernement va ajouter sur les cotisations des titulaires de RII. Donc,
Bon, Julia a ajouté quelques points en bas ici, destinés à assurer le bien-être financier des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment pour accumuler du capital pour créer un revenu de retraite. Bon, constitue un moyen d'épargne à l'abri des coupures. Donc, c'est un régime qu'on dit qui est coordonné avec d'autres types de prestations. Donc, si vous êtes prestataire par exemple, du programme de revenu de base, c'est une prestation qui peut être coupée en totalité ou en partie si celui qui est prestataire de ce régime-là a trop d'épargne ou a trop de revenus. Donc, le RII est à l'extérieur de ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est à l'abri des coupures. Puis ensuite, liberté de choix, stratégie avancée en termes de planification successorale, c'est des sujets un peu plus complexes, mais vous pouvez l'avoir en tête que le RII a plusieurs fonctions, outre le fait d'accumuler du capital pour la sécurité financière à long terme. Ensuite de ça, bon, qui est admissible au RII? Donc, il y a plusieurs critères d'admissibilité. Julien en a parlé également. Le plus important, disons, la porte d'entrée pour ouvrir un RII, c'est d'avoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, si on ne l'a pas, mais on ne peut pas avoir de RII. Puis ensuite de ça, bon, il y a les trois autres critères. Bon, il faut être résident du Canada aux fins de l'impôt. Ça, c'est le bénéficiaire. Il faut qu'il soit résident du Canada aux fins de l'impôt. Avoir évidemment un numéro d'assurance sociale valide, ça, c'est un critère pour tous les types de régimes d'épargne. Puis finalement, on peut ouvrir un régime enregistré d'épargne invalidité jusqu'à l'âge de 59 ans. Toutefois, comme c'était écrit dans la quatrième case, la dernière année à laquelle on peut toucher des subventions et des bons, c'est à l'année à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 49 ans. Mais on peut quand même ouvrir le RII entre 50 et 59. Il y a certains contextes, scénarios clients que, bon, ça peut être avantageux de l'ouvrir, même si on ne touche plus de subventions, mais c'est vraiment plus du cas par cas. Ensuite de ça, qui peut ouvrir le RII? Voilà, disons, il y a pour les bénéficiaires mineurs, essentiellement, c'est les parents ou tous, finalement, qui a l'autorité parentale. Et en deuxième lieu, au niveau majeur, le bénéficiaire lui-même, s'il a les capacités mentales de pouvoir gérer ses finances lui-même, peut lui-même détenir son propre RII. Il peut également, bon, représentant légal, encore une fois, les parents, frères et sœurs, c'est également possible, et conjoint. Jusqu'à maintenant, ça va bien? Oui. Pas de questions? Parfait. Donc, comment investir dans un RII? Donc là, on a un petit cochon avec des petites flèches. Ça explique finalement c'est quoi finalement qui va composer, disons, la cagnotte d'argent qu'on va avoir au bout du compte quand on va commencer à décaisser à la retraite. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans le RII. Donc, d'une part, c'est sûr que les cotisations que le titulaire va faire dedans. On va en parler un peu plus en détail après. Mais les cotisations, c'est ce que vous contribuez dans le régime. Quand vous cotisez, vous avez accès à des subventions. En haut, on le voit ici. Donc, les subventions sont exclusivement déposées dans le compte RII quand il y a des cotisations qui sont faites. Donc, et disons, la grandeur des subventions, la quantité des subventions va être déterminée par le revenu familial du titulaire ou du bénéficiaire quand il est majeur. Quand le bénéficiaire est mineur, bon, normalement, c'est le revenu familial des parents qui va déterminer combien que le gouvernement va déposer en subvention par-dessus les cotisations. Mais quand le bénéficiaire est majeur, c'est rendu son revenu à lui. Et on a de l'autre côté ici, les bons. Eux, les bons ne nécessitent pas de cotisation et sont exclusivement disons, disponibles pour les familles à revenus modestes. Puis ce que le gouvernement identifie comme famille à revenus modestes, c'est une braquette qui évolue à travers le temps parce que bon, les coûts de la vie augmentent, donc cette braquette-là augmente. Cette année, pour 2024, par exemple, c'est entre 36 500 et 54 000. Donc, quand le revenu familial est soit inférieur à 36 500 ou à l'intérieur de la braquette, le bénéficiaire va avoir accès à une partie des bons qui sont 1 000 annuels. Donc, si on fait moins de 36 500, on va avoir le 1 000 au complet. Pas besoin de cotisation. Et si on est à l'intérieur de la braquette, ça va être au prorata. Plus qu'on se rapproche du 54 000,
moins on a d'argent sur le 1 000 $. Fait que ça, les bons, pas de cotisation, mais c'est déterminé par le revenu. Si on fait plus que 54 000, on y a tout simplement pas accès. Et on a à droite, là, je le vois pas vraiment. OK, je peux le tasser. Bon, c'est ça. Il y a également la possibilité, bon, de rouler ce qu'on appelle des REE et des REER. Donc, ça, ce que c'est que on peut transférer le REE, donc le régime enregistré épargne études de notre enfant, on peut le mettre dans le REI. Donc, c'est sûr que là, sur cette cotisation-là, on n'obtient pas de subvention parce qu'on a déjà bénéficié de subventions euh, quand on a cotisé dans l'autre régime. Mais il y a une possibilité de le faire pour continuer à faire croître le capital qu'on a accumulé dans le REE. Au niveau du REER, ça fait partie, par exemple, de la planification successorale, c'est-à-dire que les parents peuvent, par exemple, mettre une clause dans le testament qui dit que s'ils décèdent et à ce moment-là, il y a encore des fonds dans le REER, ils peuvent transférer les fonds restants dans le REI de leur enfant, par exemple. Donc, il y a la possibilité de rouler ce qu'on appelle le montant restant dans le REI de l'enfant. Donc, il y a quelques détails là-dessus, mais grosso modo, ça fait partie des règles qu'on peut appliquer au REI. Finalement, on a mis en majuscule en bas rendement. Pourquoi on l'a mis en majuscule puis en gras? C'est que c'est ce qui va constituer la plus grande proportion, disons, de l'argent qu'on va accumuler à long terme. On va montrer des graphiques un peu après dans la présentation. Le rendement, c'est vraiment ce qui va déterminer en grande partie combien qu'on va accumuler au bout du compte. Donc, on va aller aux prochaines acétates. Comme ça va plus vous parler avec les graphiques. Mais avant ça, juste avant qu'on commence à parler, vraiment de démontrer que les rendements, c'est vraiment un des éléments les plus importants à considérer. On va juste un peu mettre de détails sur les subventions puis les bons qui étaient les volets vraiment de ce que le gouvernement met dans le compte, qui est l'avantage principal derrière le RIE. Donc, au niveau des subventions, comme j'ai mentionné plus tôt, pour y avoir accès, il faut cotiser. On inscrit ici, bon, 70 000, ça, c'est le montant qu'on peut aller chercher au maximum en termes de subvention. Comme j'ai mentionné plus tôt, on peut aller chercher ça jusqu'au 49e anniversaire du bénéficiaire, parce qu'après ça, on ne peut pas aller chercher de subvention. Donc, il y a 70 000 à aller chercher en subvention, en cotisant. Puis ça, c'est ce qu'on inscrit ici. Donc, il y a deux, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a le revenu familial, c'est ce qui détermine comment le gouvernement va cotiser, va mettre des subventions dans le compte REI. Et puis, on peut le diviser en deux volets. Donc, si ça, c'est le montant qu'on monte ici, 111 733, c'est pour l'année 2024. Ce montant-là, évidemment, il augmente à chaque année en fonction de l'augmentation du coût de la vie, autrement dit, l'inflation. Donc, si pour l'année 2024, le salaire familial est inférieur à 111 000, le titulaire, ou bref, on peut cotiser 1 500 $ pour avoir accès à 3 500 de subventions. Donc, vous n'êtes pas obligé de cotiser 1 500. Ça, c'est pour vraiment maximiser le compte pour cette année-là en cours. Vous mettez 1 500, vous avez accès à 3 500 de subventions. Si le revenu familial est supérieur à ce montant-là, ben là, à ce moment-là, vous pouvez avoir accès du 1 pour 1 qu'on appelle, donc pour chaque dollar déposé dans le compte jusqu'en concurrence de 1 000 $. Le gouvernement va mettre $1. Donc, vous mettez 1 000 $, le gouvernement va également déposer 1 000 $. Si vous mettez plus que ça, ben, vous n'aurez pas de subvention plus que ça pour cette année en cours-là. Et ça ne vous rajoute pas non plus des subventions pour le futur. Donc, au niveau des subventions, les grandes lignes, c'est ça. Donc, faut savoir c'est quoi disons le palier d'imposition qui détermine par rapport au revenu familial comment que les subventions vont être déposées. Cette année, 111 000. Donc, si on fait inférieur à ça, 1 500 pour 3 500. Si on fait plus que ça, 1 000 pour 1 000. Ça, c'est pour maximiser l'année en cours. Là, il y a des rétroactions à aller chercher. On va en parler un peu plus tard. Mais pour une année typique, pour maximiser cette année-là, c'est ça les chiffres. Au niveau des bons, comme je l'ai mentionné plus tôt, ne nécessitent pas de cotisation, mais exclusivement déterminés par le revenu familial. Donc, c'est juste pour les familles à revenu modeste, comme on l'inscrit ici. Et la possibilité, à travers la vie du REI, c'est aller chercher 20 000. Donc, 1 000 $ par année pendant 20 ans, normalement, c'est comme ça qu'on va le chercher, ça prend 20 ans. Et voilà, aucune cotisation nécessaire, comme que Julie l'a mentionné.
Et ici, bon, c'est ça. Ça, c'est que Julien a parlé un peu plus tôt, l'importance qui est d'ouvrir un REI quand on est une famille à revenu modeste. C'est que quand on ouvre un REI et puis on a la possibilité d'aller chercher des rétroactifs jusqu'à 10 ans. Donc, on inscrit ici. Donc, il y a certains clients, selon la situation, qui peuvent ouvrir un REI sans cotiser, ils peuvent recevoir 11 000 d'un coup. Donc, ça, en fait, il faut tout simplement que vous ayez un revenu qui est considéré comme modeste par le gouvernement dans les 10 dernières années. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, puis quelque chose à considérer. Puis, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, encore une fois, quand on parle de revenus modestes, on parle d'un certain bracket d'imposition que le gouvernement a identifié pour l'année 2024. C'est 36 500. Quand vous faites moins de 36 500, vous êtes considéré comme une famille à revenus modestes et vous avez accès aux 1 000 complets. Si vous faites, je me suis trompé, j'ai dit 54, c'est 55. Si vous faites à l'intérieur de la braquette, donc entre 36 500 et 55 000, vous avez au prorata 10 000 Donc, si vous comprenez bien, plus qu'on se rapproche de 55 000, plus on a moins en moins les 1 000 On peut, si par exemple on a 54 000, on va avoir moins que 100 On va avoir 50 pièces, mettons. Fait que ça, c'est pour les bons. Ce qu'il y a à retenir, pas de cotisation nécessaire, c'est exclusivement déterminé par le revenu et c'est pour les familles à revenus modestes. Et on a la possibilité d'aller chercher des rétroactions 10 ans. Donc, il y a certains clients qui peuvent ouvrir le compte sans cotiser et avoir 11 000 d'un coup, qui commence à croître avec les placements. Donc, là, on a vu les subventions, les bons, les cotisations, ce qui peut entrer dans le compte. Les rendements, là, c'est ça qu'on va un peu plus s'attarder, un peu vous faire comprendre l'importance des rendements et également l'horizon de placement. Donc, le plus tôt possible qu'on ouvre, le mieux c'est. Julie a fait 2 situations de clients. Donc, on a Léo, on a Emma. Donc, on a un revenu familial de 145 000. Donc, là, si on se rappelle bien, on est par-dessus la fourchette ici de 111 000. Et ensuite de ça, ce qu'elle inscrit ici, c'est que, comme je l'ai mentionné plus tôt, quand le bénéficiaire passe au majeur, donc à 18 ans, c'est rendu son revenu à lui qui est considéré. Donc là, on a mis une situation que quand le bénéficiaire passe au majeur, son revenu est 15 000. Donc là, à ce moment-là, non seulement on a accès au bon, parce qu'on est sous le 36 500, mais également on est sous le 111 000 pour les subventions, donc on a accès au maximum de bons de subvention. Et bon, on inscrit ici qu'on est admissible au CPH à la naissance. L'ouverture du REIT est à 1 an, etc., etc. Placement audacieux à 6 Donc là, on a un scénario qu'on fait 6 de moyenne annuelle. Versus, Je on a m'excuse. Emma. Non, il y a Nathalie qui a une question. Oui, Peut-être pardon. avant de continuer. Oui, allez-y, Nathalie. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe quand la personne atteint 20 ans et que là, les bons et les subventions arrêtent d'être il y a comme un arrêt de dépôt dans le compte. Puis là, Oui, il c'est faut faire possible. des démarches, pour recevoir l'argent. C'est compliqué un petit peu là, à partir de 20 ans. Là, on dirait qu'il faut refaire là, la demande de bons et de subventions. C'est ça. En fait, souvent, ce qui arrive, en fait, comme je l'ai mentionné, et Julie en parlait également, il faut avoir le CIPH pour pouvoir ouvrir un REI et obtenir les bons et subventions. Ce qui arrive, c'est que souvent, le crédit d'impôt pour personnes handicapées est à renouveler. Donc, il est pas accordé à vie. Il y a une période de validité et quand la période de validité finit, il faut le renouveler. Donc, il faut refaire la demande en remplissant le formulaire T2201, le refaire remplir par le médecin ou peu importe le professionnel qui suit la personne en situation de handicap. Il faut le resoumettre à l'Agence du Revenu Canada. Une fois que le client reçoit la confirmation à travers ce qu'on appelle l'avis de détermination, qui dit oui, le CIPH est renouvelé, on l'accorde encore. Et là, il faut fournir ça à son conseiller. Le conseiller refait le lien entre le contrat du client et le gouvernement, finalement, pour que les subventions et les bons soient réenclenchés. Donc, la raison pourquoi vous avez plus de bons de subventions qui étaient déposés aux 20 ans de j'imagine, de votre enfant, eh bien, c'est parce que j'imagine qu'au passage au majeur, son CPH était à renouveler. Et là, vous ne l'avez pas renouvelé. Donc, c'est pour ça que les subventions et les bons n'ont pas été déposés pendant une certaine période, tant et si longtemps que vous n'avez pas renouvelé les crédits d'impôt.
Donc, c'est ça qui arrive. Souvent, le crédit d'impôt, il est accordé, mais pendant une certaine période et non à vie. Il y a Ça cette dépend. Simon, juste un instant, pour Nathalie aussi, il y a la situation de Simon que Simon a énumérée. Il y a aussi le fait qu'à partir de 18 ans, on doit re-signer un document parce que la personne est rendue majeure, autorisant le titulaire à garder. Si elle est inapte, le titulaire peut signer. Bref, il y a une situation, puis il faut la retourner aussi au EDSC, ce formulaire-là. On le sait, dans le CPH, là, dans le REEI, il y a vraiment plein de petites règles comme ça qui complique la vie des utilisateurs. Là, on le sait, mais c'est pour ça que chez Finhandicap, ben, à tous les 18 ans, dans le fond, on rappelle les gens, on fait signer de facto ces formulaires-là. Mais c'est probablement, tu sais, si vous avez déjà le CPH qui est correct, c'est probablement ce formulaire-là qui manque aussi. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. De rien. Parfait. Donc, pour revenir aux exemples que je donnais, c'est ça, on a Léo que ses parents font un bon salaire. Lui, quand il va être au majeur, ben, il va avoir un revenu assez bas qui va lui donner accès au maximum de bons de subvention. On ouvre le REEI à ses 1 an et on a un rendement moyen de 6 Et on a Emma de l'autre côté, qui est elle, bon, elle a un revenu familial de 145 000 de ses parents. Et elle va faire 15 000 à partir de ses 18 ans. Et elle, on va ouvrir son REEI à 19 ans. Donc, c'est à l'âge majeur. Donc, ça va être son revenu à elle qui va être considéré. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit en bas, on va maximiser, on va mettre 1 500 chaque année pour avoir notre 3 500, comme je l'ai indiqué ici, parce on est en bas de 111 000. Et également, on va avoir le même rendement, un rendement moyen de 6 Donc, ici, il faut considérer bon, qu'on ouvre à 19 ans, mais on a quand même des rétroactifs à aller chercher dans le passé parce qu'on on a la possibilité d'avoir un rétroactif de 10 ans. Donc là, ici, on monte un peu la différence entre vraiment ouvrir à 19 ans versus ouvrir à 1 an parce qu'on a le même rendement, on parlait de 6 On a une petite différence au niveau, les revenus familiales à travers l'ouverture du REEI et puis la croissance, après la croissance dans le REEI. Mais on peut voir quand même la disparité entre quand on ouvre à 19 ans, alors qu'on avait la possibilité de l'ouvrir à la naissance, parce qu'on disait que le CPH est valide depuis la naissance. Et si on compare avec Léo, qu'on l'a ouvert très tôt, et quand on regarde les montants à 60 ans, on voit qu'il y a une grande différence. Fait que ça, c'est juste pour démontrer l'importance d'ouvrir tôt, donc l'horizon de placement, et également, on peut voir un peu la différence que ça a par rapport au niveau de revenu familial. Mais principalement, l'exemple démontre que la différence entre ce qu'on a accumulé à 60 ans quand on a 19 ans de moins, finalement, de croissance de capital entre les deux scénarios. Non, si tu me permets, j'aimerais juste ça parler surtout aux intervenants dans le milieu. Ça Oui. répond à la grande question. Il y a beaucoup de parents qui se disent hey, je vais attendre aux 19 ans de l'enfant parce que là, je vais avoir, ça sera pas, ça va être 1 500 pour recevoir 3 500 à place de mettre 1 000 $ puis recevoir 1 000 $. Mais vous voyez que le temps, c'est de l'argent là-dedans et que cette logique-là, quand on le calcule comme il faut, elle ne tient pas route. Parce que l'intérêt composé, sur la réalité, c'est énorme. Fait que vraiment, là, il faut vraiment arrêter de penser qu'il faut attendre les 18 ans pour aller chercher là, 1 500 pour faire du x3 à la place du 1 pour 1. Ce n'est pas rentable d'attendre avec le REEI. C'est joli. Donc ici, on voyait un peu en chiffres un peu les deux scénarios. Ici, on met encore de l'avant l'intérêt. Ben, en fait, ici, ce qu'on met de l'avant, c'est plus en termes. Je ne vois pas à cause de l'image, pardon. C'est ça. Là, on fait juste la différence finalement, encore une fois, entre ouvrir à la naissance versus ouvrir aux 29 ans du bénéficiaire. Et on fait également une comparaison avec un taux de rendement de 8 versus 6. Là, on voit vraiment une énorme différence, 4,2 millions, 675, 675 000. Encore une fois, l'idée, c'est de démontrer l'importance d'ouvrir le plus tôt possible. Et également, puisque c'est un compte qui a une structure à long terme, c'est important de considérer la prise de risque qui va avoir un impact très considérable sur ce qu'on va accumuler au bout du compte. Comme ici, on fait une comparaison entre 6 et 8, qui est deux rendements quand même assez les bons rendements.
Mais reste que pour seulement 2 puis on va le montrer à la prochaine slide, la différence vraiment, la prise de risque, c'est quoi ce que ça a comme impact au bout du compte, ce qu'on va accumuler. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, on a une croissance à partir des 2 ans d'un enfant. Donc, c'est 4 situations avec le même âge qu'on ouvre le RI. Puis, tout simplement, la différence entre les différents scénarios, ben, c'est le rendement moyen qu'on va faire. Donc, tout dépendamment de quel type de produit, de véhicule de placement qu'on va choisir, on va avoir accès à un certain type de rendement. Donc, évidemment, plus qu'on prend de risques, plus qu'on a accès à un potentiel de rendement. Et donc là, on voit vraiment la différence sur 58 ans de croissance de capital, ce que ça fait de prendre plus de risques versus moins de risques. Et il faut savoir, c'est sûr, quand on parle de risques, il faut quand même les mitiger parce que quand on a un horizon de placement à long terme, oui, il va y avoir des variations. Donc, plus on prend de risques, plus il va y avoir des grandes variations. Donc, on appelle ça un écart type. Il va y en avoir des plus grandes. Cependant, il faut savoir que statistiquement, même si on prend plus de risques, donc on a la possibilité d'avoir des rendements négatifs plus importants sur certaines périodes. À long terme, statistiquement, un compte qui offre un potentiel de rendement de 8 va toujours faire mieux qu'un compte qui offre un potentiel de rendement de 6, qui va faire mieux qu'un portefeuille qui offre un potentiel de rendement de 4, et ainsi de suite. Donc, le risque, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un horizon de placement qui est notable devant nous. Puis après ça, statistiquement, quand on regarde différents profils de risque, celui qui a un profil de risque supérieur va toujours faire mieux statistiquement qu'un un profil de risque, pardon, qu'un un profil de risque inférieur. Donc, il faut mitiger un peu le risque. L'important, c'est d'avoir un horizon de placement à long terme. Puis, ce qui est vraiment, il faut considérer, c'est que le RI a une structure long terme. Donc, la prise de risque est vraiment à considérer. Il y a beaucoup de gens qui aiment mieux choisir, disons, des placements garantis, par exemple, ce qui est offert, par exemple, chez Desjardins. Il y a beaucoup de nos clients qui transfèrent chez nous qui ont des comptes RI ou qui détiennent chez Desjardins qui détiennent des certificats de placement garantis. La croissance du capital va ressembler à 2 Donc, on peut voir la croissance sur 58 ans qui est vraiment inférieure à ce qu'on peut avoir comme croissance du capital à long terme. Donc, vraiment, c'est un élément à considérer, la prise de risque, parce que, bon, on a un horizon de placement plus souvent qu'autrement qui est important devant nous avec le RI. Finalement, ici, bon, le cycle, je vois pas, le cycle régulier du RI, donc, ça, c'est vraiment disons, la structure typique, c'est qu'on cotise pendant 20 ans. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, ici, on peut aller chercher 70 000 en subvention. Quand on fait le calcul, on cotise 1 500, on a 3 500. Ça prend donc 20 ans, 20 fois 3 500 pour aller chercher le 70 000. Même chose pour le bon. On a 1 000 par année. Ça prend 20 ans d'aller chercher le 20 000. Donc, on cotise. C'est une structure normale. Il y a du cas par cas, là, mais de façon générale, on cotise pendant 20 ans et on va chercher notre 90 000 de subventions et de bons. Ensuite de ça, on a inscrit ici attendre 10 ans. Ça, la raison, c'est qu'il y a une règle dans le RI qui s'appelle la règle des 10 ans, qui a été mise justement pour décourager les retraits hâtifs. Pourquoi? Pour respecter l'ambition du RI, l'objectif du RI, qui est une structure qui est faite pour soutenir à long terme la sécurité financière des bénéficiaires. Donc, c'est pas un régime qui est fait pour décaisser de façon hâtive, c'est pas un fonds d'urgence, par exemple, comme qu'on fait souvent avec les régimes CELI. Le RI, c'est pas ça, c'est vraiment un régime pour le long terme. Donc, il y a cette règle de 10 ans-là qui est mise en place pour décourager les retraits hâtifs. Donc, grosso modo, la croissance du capital, plus la cotisation, c'est Nathalie, 20 ans plus 10 ans, c'est 30 ans avant qu'on commence à décaisser. Nathalie a une question. Oui, vas-y, Nathalie. La personne handicapée, moi, je suis un parent, là, puis la personne handicapée, elle pourrait, dû à je veux dire, son espérance de vie ou besoin d'utiliser l'argent plus tôt ou faire un projet parce que là, elle a besoin de capital, bien, elle a de l'argent qui est vraiment placé là-dedans. Mais les retraits sont vraiment limités, là. Fait que c'est quoi les solutions qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut
faut emprunter de l'argent pour retirer un plus gros montant. Euh, Ben, c'est compliqué, là, les retraits, là. en fait, La personne en l'idée, a vraiment besoin, là. si vraiment c'est une urgence, puis il y a la possibilité de faire des retraits, mais il faut avoir vraiment l'idée que l'argent qui est mis dans le REI, qui est quand on y pense, si on maximise à chaque année, c'est 30 000 sur 20 ans. Donc, il faut avoir une épargne de 1 500 pendant 20 ans pour mettre dans le REI pour le maximiser. L'idée du REI, c'est vraiment à long terme. Il ne faut pas avoir en tête qu'on va décaisser de façon hâtive, on va briser un peu l'idée du REI qui est une épargne à long terme. Si ça arrive une situation que le seul épargne que le client a et a une urgence, et le seul épargne qui est disponible, c'est le REI, on peut décaisser, mais à cause de la règle des 10 ans, on perd toute la force du REI, qui est les subventions et les bons. Ce qui arrive, c'est que si on décaisse avant qu'on ait couvert la période de 10 ans, eh bien, dans nos retraits, il faut rembourser les bons et subventions. Donc, on les perd. Non, mais Donc, même après le 10 ans, là, ça a l'air que je pense que c'est 10% maximum qu'on peut retirer. ouais, c'est-à-dire, ouais, c'est ça. En fait, Un montant forfaitaire. avant 60 ans, c'est environ 10%. Quand on dépasse la période de 60 ans, à partir de 60 ans, on est obligé de commencer à décaisser. C'est un peu comme le REER qu'on transforme en fer à l'âge de 71 ans. On est obligé de commencer à décaisser à 60 ans pour le REER. Et à ce moment-là, c'est un calcul qui est fait. C'est environ un 23e du montant qui est accumulé chaque Parce que année. ce qui arrive, c'est que la personne, au bout du compte, en vieillissant, là, elle va avoir beaucoup moins de capacité et sa possibilité de dépenser cet argent-là dont il lui appartient, l'argent va vraiment toujours rester dedans. En 10%, elle ne pourra jamais s'en Nathalie, servir pour faire des projets valorisants pour elle parce Nathalie, qu'elle n'aura jamais assez à en retirer assez. Simon, est-ce que tu me permets pour Ouais. Nathalie? Je vais y aller. Oui, c'est clair, mais l'idée, c'est que, mettons, la personne ici, là, elle commence à retirer à 49 ans 10% par année, ça va vite. OK? Donc, tu sais, le 10% par année, c'est pour assurer une sécurité financière à toutes les années, pas juste pour un projet. Ça, c'est le but. Après ça, si on dit non, mais cette personne a vraiment besoin d'argent, il y a une possibilité. C'est-à-dire que si on met plus de cotisations que de bons et de subventions reçus, OK, les bons et subventions, c'est 90 000. Donc, si on met plus de subventions, on peut mettre jusqu'à 200 000 en cotisation dans un REI. À ce moment-là, la règle des 10% ne s'applique plus. OK, comment on le fait? C'est souvent au mois de décembre. Le parent qui décide, puis ça arrive souvent quand c'est un parent qui veut que ce soit que le cap soit ôté sur le 10%, va mettre, dans le fond, parce que là, il a mis 30 000 pour avoir toutes les bons et subventions, l'année qu'il peut décaisser sans pénalité, au mois de décembre, va rajouter dans le REI de son enfant. Ça, c'est avancé là, comme solution, là, mais c'est Mais possible. ça, c'est pour les gens qui sont riches. Parce qu'en général, les familles, ils ont dû arrêter de travailler. Souvent, c'est pas tout le monde qui a des gros salaires, là. Il y en a qui Mais là, ils il y a une vivent sur l'aide possibilité de faire sociale, ça. ils n'ont pas d'argent, les Puis gens, là. l'idée de garder le 10% tout le temps présent, là, c'est aussi pour éviter de la maltraitance financière. Là, vous êtes là en tant que mère, puis vous vous occupez probablement très, très bien de votre Oui. enfant. Mais quand vous ne serez plus là, des fois, puis on le voit, nous, puis c'est arrivé des fois qu'on a appelé directement la protection du citoyen parce qu'on était comme non, non, il y a de la maltraitance financière. Euh, Si quelqu'un maltraite financièrement votre enfant pour un an et qui retire 10%, ben votre enfant va peut-être perdre cette année-là, mais ne perdra pas l'entièreté de son REI. Et c'est aussi là, c'est une mesure de protection pour les personnes en situation de handicap, pour s'assurer aussi qu'ils ne perdent pas tous leurs biens, parce que, bon, tu sais, il y a plusieurs cas, là, directement. Fait que ça leur assure aussi une certaine protection que tout au long de leur vie, même quand leurs parents vont être décédés ou si leurs parents ne sont inaptes à s'occuper d'eux, ben ils vont pas, dans le fond, ça leur permet là, de minimiser le risque de se faire arnaquer. Sauf qu'au bout du compte, quand même, ils vont décéder quand même plus tôt qu'une personne normale. Puis l'argent, ben là, OK, ça va aller à la succession, mais cet argent-là, il n'en profitera pas tant que ça, là. Pas nécessairement, parce que là, s'il y a des. Puis là, c'est ça on expliquait. Tu sais, il y a une possibilité, puis là, ça, c'est du cas par cas. Puis là, on va vous offrir une clinique financière la semaine prochaine, le 14, pour tous les gens qui ont participé à la réunion. Si vous voulez présenter votre cas, tu dis, OK, moi, il me semble que ça ne marche pas.
Ben, il y a probablement parce que peut-être qu'on va perdre, on va devoir rembourser certains bons et subventions pour qu'ils puissent en profiter de plus rapidement et plus longuement, parce qu'on se dit, il y a une espérance de vie, je ne sais pas moi, de 50 ans. Mais il y a des possibilités plus avancées, puis là, on n'ira pas dans le détail de ça aujourd'hui, mais de faire des planifications pour faire en sorte que, oui, on n'aura peut-être pas le maximum de bons et subventions, mais il va pouvoir en profiter un petit peu plus tôt et profiter de son argent un peu plus tôt, tout en n'étant pas à risque parce qu'il y a le 10% maximum de capé. Fait que ça, je vous inviterais là, à présenter votre cas, à prendre rendez-vous avec un conseiller, puis on pourrait regarder Ben, ça. moi, j'en fais pas un cas personnel, c'est parce que je me Non, questionne vraiment là-dessus parce que euh, je trouve vraiment que mais il y a des c'est bons vraiment conseillers. très petit les montants qu'ils peuvent retirer, là, puis attendre 10 ans aussi au bout du Ben, compte. c'est Là. pas très petit parce que des REI à 600 000 là, ton REI 10%, c'est 60 000 par année. C'est pas petit. Tu sais, puis il va en avoir beaucoup des REI à 60 000 dans les 30 prochaines années. Ça, je vous garantis. À 600 000. Pas à 60 000, à 600 000. Donc, si tu as 600 000 dans ton REI, tu retires 60 000 par année. C'est beaucoup, là. On parle pas de petits montants à ce moment-là. Ouais, puis là, il va y avoir aussi une limite annuelle parce qu'ils sont sur l'aide sociale. Là. Ben, là, Ils ça, ne on vont va jamais vérifier. retirer un montant. Avec Non, mais avec le revenu de base, puis on va en faire un autre sur le revenu de base, puis les trucs financiers. Là, il va y avoir vraiment des belles possibilités à ce moment-là. Avec le revenu de base, là, la suite de la solidarité sociale, c'est énorme les possibilités qu'ils vont pouvoir avoir. Donc, tu sais, il faut pas, c'est plus, il va y avoir vraiment d'autres possibilités, puis ça va les rendre beaucoup plus indépendants avec un choix. Puis si, mettons, là, si son REI, là, il est à 3 millions, puis il peut retirer 300 000 par année, mais il n'en a pas besoin de la solidarité sociale. Si Je pense son qu'il ne peut qu'ils vont atteindre ça, 3 millions. Là, c'est un peu. À moins que les parents soient riches et aient mis beaucoup d'argent là-dedans. Là. Non, ben c'est assez impressionnant. Si on attend assez longtemps, puis on a commencé très jeune, puis on a maximisé très jeune, l'intérêt composé, c'est pas le montant, c'est l'intérêt composé qui fait la force du REI. C'est pour ça que dans le REI, commencer le plus tôt possible, c'est le mieux, même si on ne maximise pas à chaque année, mais déjà commencer tôt, c'est vraiment, ça fait une grosse différence. Puis c'est des cas de figure qu'on va voir, là. Puis c'est ça je disais tantôt. Dans 40 ans, dans 30-40 ans d'ici, moi je vous le prédis, parce qu'on le voit déjà, parce qu'on voit des gens qui ne pensaient pas de leur vivant réussir à ramasser des 200 000 et qui maintenant ont des comptes REI à 200 000 chez nous. OK? OK. C'est des personnes eux-mêmes en situation de handicap, puis parfois eux-mêmes sur la solidarité sociale. Puis ont réussi à économiser à des petites graines qui ont fait des gros montants parce qu'il y a l'intérêt composé qui joue puis qui ont été chercher des bons placements. Il va y avoir deux catégories de personnes en situation de handicap, malheureusement. Et une de ces deux catégories-là va être dans de la pauvreté. Ceux qui vont avoir la REI et ceux qui ne l'auront pas. Et là, peu importe où vous ouvrez, ouvrez-le. C'est mon seul mot que je vous dis. Je Ouvrez-le, m'excuse, ça ne nuira jamais à personne. Julie et Simon, il vous reste 5 minutes pour la conférence et il y a une question dans le chat présentement. Vous expliquez davantage la partie à remplir par le parent du formulaire T2201. Il vous reste 5 minutes. Ben, la partie, je réponds tout de suite à ça, la partie, c'est vraiment simple, c'est des informations de base, là. Votre nom, votre adresse, le nom de votre enfant, le numéro d'assurance sociale, c'est tout, là. Après ça, toutes les informations médicales, c'est le médecin, l'infirmier ou la personne, là, tout dépendant du handicap, qui peut vous les remplir. Il faut juste arriver préparé à la rencontre avec des exemples de la vie courante où la personne a de la difficulté. Écrivez ça parce que vous n'avez pas assez de temps chez le médecin si vous commencez à y penser là-bas. Ouais. Est-ce que ça répond à la question? Merci. Ben, c'est bon, je vais te laisser continuer. Yes. Oups. Je voulais montrer le T2201, mais c'est vraiment les informations très de base. Oui. Donc, la section sur les bénéficiaires, donc la personne handicapée. La section sur qui ouvre le compte. Ça peut être la personne handicapée ou ça peut être un parent, par exemple. Et ensuite de ça, la page suivante, il y a les signatures, puis il y a quelques cases à cocher. Est-ce que tu penses qu'on voit à ton écran le T2201? On le On voyait la voit pas? Ah, je suis désolé. Ah. Mais il est au début, mais on va le skipper, on va continuer avec le reste. On Parce va que skipper, on va juste finir la présentation rapidement. Puis, si vous avez besoin de plus d'aide, je vais vous dire, Monsieur Rafik ou Madame Rafik, je ne sais pas, désolé,
Inscrivez-vous à la clinique financière. Puis on va pouvoir regarder ça tranquillement avec vous. Parfait. Donc, le cycle régulier, bon, décaissement commence à 60 ans. Comme Julie l'a expliqué, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour décaisser plus tôt. Si, par exemple, on identifie qu'il y a une espérance de vie plus limitée, bon, ben, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place pour décaisser plus tôt. Ça, c'est la structure de base. Ensuite de ça, en termes de retrait, bon, comme je l'ai mentionné, au 60e anniversaire, on a l'obligation de retirer. Donc, c'est à partir de là qu'on est obligé de commencer à décaisser des montants minimum à chaque année. Donc, de se fournir un revenu de retraite basé sur le capital qu'on a accumulé dans le RIE. Ensuite de ça, bon, comme on l'a mentionné un peu plus tôt encore une fois, du moment qu'on attend la période de 10 ans, on peut commencer à décaisser avant 60 ans environ un maximum de 10% à chaque année. Ça, c'est avant 60 ans. Puis, on a le troisième point qui est en cas de en fin de vie, moins de 5 ans. Ça, c'est pour le pronostic de vie limitée. Donc, si vous êtes capable de nous fournir un certificat d'un médecin qui fait un pronostic de vie limitée, ce qu'on entend par pronostic de vie limitée, c'est une espérance de vie 5 ans et moins. Là, il y a des règles d'assouplissement qui peuvent être appliquées dans le RIE. Entre autres, on annule la règle du 10 ans, on peut retirer tout de suite, puis on peut retirer de façon supérieure à 10%. Grosso modo, c'est les 2 premières années, quand on a le pronostic, on peut retirer la moitié des cotisations faites par le titulaire, plus 10%. Deuxième année, mais l'autre moitié, l'autre 50%, plus 10%. Puis après, on vide 10%. Sans avoir remboursé les bons et subventions, il n'y a plus de pénalité. Donc ça, avoir ça en tête. Donc ici, on explique justement le pronostic de vie limitée. Je l'ai expliqué de façon rapide, on n'a pas beaucoup de temps. La fermeture du régime, donc bon, quand on parle de CPH, on n'est pas obligé de fermer le régime. Ça, c'est pas une des raisons. Les deux raisons principales, c'est bon, quand le bénéficiaire décède, il faut fermer le régime. Donc, on en a parlé brièvement. Bon, ben, les fonds, comment ça fonctionne? Bon, sont versés à la succession du bénéficiaire. Et si le bénéficiaire a un testament, ben, on va respecter les clauses qu'il y a dans le testament. S'il n'y en a pas, c'est selon le code civil qu'on va partager ce qui reste après avoir payé l'impôt sur le RII. La succession a payé l'impôt sur les fonds RII. Et la deuxième situation, c'est quand le bénéficiaire cesse d'être résident canadien. À ce moment-là, il faut fermer le régime. Voilà, le deuxième point que tu as mentionné. Lorsque le régime se ferme, bon, effectivement, il y a encore il y a la règle des 10 ans qui s'applique. Il y a plusieurs petits critères à savoir, mais ça, c'est du cas par cas. Puis, on a les conversations avec les clients quand ça se produit. Voilà. Avez-vous des questions?